Papacito, l'influenceur d'extrême droite, a décidé de parler d'histoire espagnole et plus particulièrement de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. Je vais prendre un exemple que je connais assez bien, le coup d'état de Franco dans l'Espagne. Et évidemment, en 2 minutes de vidéo, il a accumulé un nombre astronomique d'inepties, ce qui lui vaudrait d'ailleurs un retour en 3e pour se remettre à niveau en histoire. Alors n'hésite pas, Papacito, à me contacter, j'ai des amis professeurs, on peut s'arranger pour te fournir du tutorat. On va faire les choses simples. Cher Papacito, je vais te rappeler le contexte, car c'est important quand on parle d'histoire, avant d'affirmer des inepties, de poser le contexte. Ici, on parle de la Deuxième République espagnole proclamée le 14 avril 1931. Cette république arrive après la dictature de Primo de Rivera de 1923 à 1930, que le roi Alphonse XIII soutient et qui le force à s'exiler en 1931, ce qui amène à la fin de la monarchie. En somme, l'expérience démocratique espagnole est très courte, puisque la Première République de 1873 ne dure qu'un an. Et bien que le vote ait été mis en place pendant la restauration des Bourbons et la Constitution de 1876, il était fortement contrôlé par les caciques et les choix étaient limités aux 2 partis dynastiques. Par conséquent, la Seconde République espagnole naît dans un contexte particulier et instable. À ce sujet, je vous renvoie vers les ouvrages de Bartolomé Benassar et plus particulièrement La guerre d'Espagne et ses lendemains. Et je me permets de dire 2 mots sur l'auteur qui est le spécialiste français d'histoire espagnole, dont je vous recommande également la biographie sur Franco qui est assez intéressante. Alors Papacito, on revient à toi. Tu dis que l'Espagne était en situation pré-bolchevique. Qui était déjà à gauche, quoi. Elle était pré-bolchevique, mais elle était déjà très à gauche. Premier constat et première connerie, je dois avouer que ça va assez vite avec toi. L'Espagne des années 1930 n'était pas homogène politiquement. Rappelons-le, une des forces politiques les plus importantes du pays étaient les anarchistes de la CNT et la FAI. Or, les anarchistes n'ont rien à voir avec les bolcheviks. Peut-être que tu ne le savais pas, je te l'apprends. D'ailleurs, il faudrait que tu définisses bolchevique. Car dans l'Espagne de l'époque, il y a 2 mouvements minoritaires qui se revendiquent du bolchevisme et qui s'opposent par ailleurs. D'un côté, on a le Parti communiste espagnol, PCE, qui joue un rôle assez marginal jusqu'à la guerre. Et de l'autre, on a les militants trotskistes du Parti ouvrier d'unification marxiste, dit POUM. Et cette dernière affirmation sur le POUM est à prendre avec des pincettes, car le lien entre le parti, le POUM et Trotsky ont toujours été délicats. Alors peut-être que tu fais référence au Parti socialiste quand tu dis pré-bolchevique, qui, comme le dit Benassar, et je vais vous le lire, je cite, « Le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui, possédant une culture de gouvernement ayant répudié le marxisme-léninisme comme dogme, sinon comme instrument d'analyse sociale. C'était une formation révolutionnaire dont certains leaders prônaient la dictature du prolétariat et admiraient le modèle russe. Toutefois, il ne prenait pas ses ordres à Moscou et Largo Caballero fut finalement condamné par les agents de Staline. » Et ceci dit, au sein même du Parti socialiste, il existe une tendance plus libérale, appelée socialiste de droite, incarnée par Prieto. Donc cette affirmation est également à nuancer. Tu vois, ça fait beaucoup de nuances que tu ne fais pas. Cependant, il est vrai, et je te l'accorde, qu'il y a eu des moments insurrectionnels dans cette période, comme la révolution asturienne de 1934, auquel les anarchistes et les socialistes ont participé, et qui s'opposaient à la forme prise par la République. Mais toutes ces révoltes furent écrasées. D'ailleurs, à cet égard, tous ces mouvements que j'ai cités sont très critiques de la République, y compris durant la période réformiste du régime 1931-1933. Voilà comment Benassar explique cela dans son livre. Les communistes n'avaient pas de mots assez durs pour la République bourgeoise et traitaient les socialistes de social-fascistes. Bien plus graves étaient les marques d'hostilité des anarchistes de la FAI, Fédération anarchiste internationale, et de la Confédération nationale du travail, CNT, première force syndicale d'Espagne. Elle se manifeste très tôt par la consigne d'abstention aux élections législatives de 1931 et de 1933, puis par l'organisation de grèves massives, première épreuve difficile pour le nouveau régime. Alors je te laisse une dernière chance, Papacito. Peut-être que tu parlais de la République en elle-même alors, la République pré-bolchevique ou très à gauche comme tu dis, sauf que cette affirmation est encore moins défendable. Premièrement, la Constitution de 1931 est très fortement inspirée de la Constitution de la République de Weimar, et l'Allemagne de Weimar n'était pas dans une situation pré-bolchevique, la Constitution n'était pas communiste. D'ailleurs, le gouvernement de Weimar écrase les révoltes sparkistes. Et deuxièmement, rappelons qu'en 5 ans de République, il y a 2 périodes, le bienio reformista et le bienio conservador. La première, de 1931 à 1933, est certes caractérisée par un grand nombre de réformes, mais cela ne suffit pas à en faire une république socialiste, puisque les réformes ont pour but de se mettre au même niveau que les républiques voisines. D'ailleurs, le président du gouvernement sous cette période est Manuel Azaña. Ce monsieur fonde en 1934 un parti, Izquierda Republicana, qui est social-libéral. Voilà ce qu'il dit à propos des différentes réformes politiques dans son livre Causas de la Guerra, qui est une récompilation
compilation d'articles. Las reformas políticas de la República satisfacían a los burgueses liberales, interesaban poco a los proletarios y enemistaban con la República a la burguesía conservadora. Las reformas sociales, por moderadas que fuesen, irritaban a los capitalistas. Las realizaciones principales de la República, reforma agraria, separación de la Iglesia y del Estado, ley de divorcio, autonomía de Cataluña, disminución de la oficialidad en el ejército, etc., suscitaron, como es normal, gran oposición. También fue rudamente combatida la fundación de millares de escuelas y de un centenar de establecimientos de segunda enseñanza, porque la instrucción era neutra en lo religioso. Et voilà, afin d'enfoncer le clou, parce que j'aime bien faire ça avec les guignols, voilà ce que dit le manifeste communiste sur les socialistes de droite, ou plutôt socialistes bourgeois, comme font référence Marx et Engels. Les bourgeois socialistes veulent les conditions de vie de la société moderne sans les luttes et les dangers qui en découlent fatalement. Ils veulent la société existante, mais expurger des éléments qui la révolutionnent et la dissolvent. Ils veulent la bourgeoisie sans le prolétariat. La bourgeoisie, comme de juste, se représente le monde où elle domine comme le meilleur des mondes. Le socialisme bourgeois développe cette représentation consolante, en un système plus ou moins achevé, lorsqu'il somme le prolétariat de réaliser ces systèmes afin d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Il ne fait qu'exiger de lui, au fond, qu'il se tienne à la société actuelle, mais en se débarrassant de la conception haineuse qu'il s'en fait. Le socialisme bourgeois n'atteint son expression adéquate que lorsqu'il devient une simple figure rhétorique. Le libre-échange dans l'intérêt de la classe ouvrière, des droits protecteurs dans l'intérêt de la classe ouvrière, des prisons cellulaires dans l'intérêt de la classe ouvrière. Voilà le dernier mot du socialisme bourgeois, le seul qui l'ait dit sérieusement. Pour finir, la deuxième période entre 1933 et 1935 est marquée par un gouvernement de droite, avec Alejandro Lerroux du Parti radical comme chef du gouvernement et avec une majorité au Parlement de la Confédération espagnole des droites autonomes, présidée par Gil Robles. Donc la République traverse une étape social-libérale, puis une période conservatrice, donc très loin du pré-bolchevisme ou du très à gauche annoncé par Papacito. À ce terme de la vidéo, j'espère que vous aurez compris que Papacito est un débile et qui ne sait pas de quoi il parle. La deuxième partie de la vidéo atteint des niveaux d'incompétence assez élevés, puisqu'il va essayer de faire une analogie entre l'actualité et le soulèvement des militaires en 1936. Que dans notre armée, si quelqu'un est crédible, il passe des coups de fil, il dit voilà, vous amenez les blindés à la capitale, on va remettre Louis XX Bourbon sur son trône et on va donner la France à quelqu'un qui la mérite et qui va savoir la gérer. Martial Bill, Julien Rochdy. Comme vous le savez, la Deuxième République est de courte durée, puisque le 18 juillet 1936, l'armée se soulève et la guerre civile espagnole commence. Papacito dit que Franco a passé des coups de fil aux casernes. À gauche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé des coups de fil à des casernes, il a dit qui me suit? Bah c'est faux. Franco rejoint le soulèvement militaire au dernier moment. Il faut bien comprendre que Franco était déjà un militaire reconnu, notamment grâce à ses interventions au Maroc. D'ailleurs, il collabore avec la République dans sa période conservatrice lorsqu'il faut écraser les révoltes asturiennes en 1934. Voilà ce que Benassar explique dans la biographie du caudillo. Franco était monarchiste de formation et de tradition, mais à vrai dire, il se souciait assez peu du statut juridique de l'État. Il eût été parfaitement disposé à servir une république conservatrice et bourgeoise, dès lors qu'elle garantissait le maintien de l'ordre public, la hiérarchie sociale, le rôle de l'Église et la place de l'armée dans la nation. Après tout, c'était sous la République qu'il avait atteint l'apogée de sa carrière. Papacito, tu ne fais pas de l'histoire, donc par pitié, abstiens-toi ou lis un livre. Ta vision de la guerre civile espagnole est un pur fantasme et une reprise de l'hagiographie franquiste. Et je reprends la lecture, encore, parce que lire c'est bien, retiens ça. Les conjurés avaient en effet besoin de la participation du Galicien. Franco en lice, c'était l'assurance de l'intervention des troupes marocaines, élément décisif du succès. C'était aussi l'adhésion de certaines ou probables de nombreux officiers, dont beaucoup de jeunes dont il avait dirigé la formation à Saragosse. Franco dirige une école militaire à Saragosse, c'est à cela que ça fait référence. C'est parce qu'il voulait croire malgré tout à la participation de Franco au mouvement que les conjurés louèrent un avion, avec l'appui financier de Juan March, le soutien du directeur de l'ABC, le marquis Luca de Teña, le journaliste Luis Bolin et un spécialiste de l'aéronautique, Juan Lacierva. Dès le 6 juillet, à Londres, le Dragon rapide, capable de transporter Franco au Maroc pour y prendre la direction des troupes d'Afrique. Pourtant, le 8 juillet, Kindelan, consterné, apprenait de Franco lui-même qu'il s'abstenait. Le 12 juillet, un message chiffré de Franco
le fameux message Geografia poco extensa, confirmait cette abstention. La nouvelle de l'assassinat du chef monarchiste Calvo Sotelo par des policiers reçus par Franco le 13 au matin changea tout et enleva l'accord du général. La patrie a un martyr de plus, on ne peut attendre davantage, c'est le signal. Il faut accepter le paradoxe. Franco n'a pris aucune part à l'organisation du soulèvement dont est née, à son profit, la plus longue dictature personnelle du XXe siècle, à l'exception de celle de Oliveira de Salazar au Portugal, et il a donné son accord qu'en dernière extrémité. Ce n'est point que les scrupules le tourmentaient, il jugeait seulement l'entreprise trop hasardeuse. Le général de 1936 n'était plus le petit lieutenant de 1912 ou 1913 qui prenait ciment tous les risques. Ce mouvement aurait été déclenché sans lui, avec ou sans Franquito, ironisait Sanjurjo. Mais l'histoire n'eût pas été la même. Le soulèvement militaire est donc organisé par Sanjurjo et Mola, avec l'appui du parti phalangiste, le parti fasciste espagnol de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio, soy falangista. Donc c'est ces deux généraux qui appellent les casernes et non pas Franco. D'ailleurs, Sanjurjo avait déjà fait un soulèvement militaire raté et maîtrisé par les forces républicaines en 1932 qu'on appelle généralement la Sanjurjada. L'autre aspect que masque Papacito est la dimension internationale de la guerre civile espagnole. Dans ce conflit interviennent directement des pays comme l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Union soviétique. Cependant, les vieilles démocraties libérales comme la France et la Grande-Bretagne, jouent également un rôle indirect. Donc dire que les généraux ouvrent un front et gagnent, c'est assez réducteur. Et puis il y a eu un certain nombre de mecs qui sont venus, ils ont ouvert un front, ça a duré 3 ans, ils ont fini par gagner. Surtout que les militaires et le camp des soulevés avaient un appui conséquent des deux pays fascistes. Par exemple, des troupes comme les corps de troupes volontaires, CTV, envoyés par Mussolini, ou surtout l'aviation comme la Légion Condor envoyée par Hitler, qui bombarde le Guernica par exemple. Et même si le camp de républicains est soutenu par Staline, la distance entre les deux pays complique l'envoi d'armes et d'avions. Malgré cela, c'est bien grâce à l'appui de l'URSS que les brigades internationales sont mises en place. André Malraux décrit parfaitement ce contexte dans son roman de 1938, L'Espoir. Et si je sélectionne cet extrait, c'est parce que André Malraux s'est battu en Espagne dans le camp républicain et qu'il écrit ces lignes alors qu'il est sur place, sur le front. Malraux, c'est aussi et surtout un homme de droite, ministre de la culture de De Gaulle. De cette manière, on ne m'accuse pas de prendre des sources exclusivement de gauchistes, bien que Benassar ne soit pas un gauchiste. Voilà ce qu'il écrit. Il est à mon beau livre. Je sais pas si ça va te plaire, Papacito. La couverture n'est pas assez épurée. C'est assez vieux, c'est assez déchiré. Je l'ai pris 3 €. N'hésite pas à me dire si tu as un exemplaire dédicacé. Je te l'envoie. Nous avons affaire à deux coups d'état superposés, mon cher monsieur Magnin. L'un est le pur et simple pronunciamiento des familles, vieille connaissance, Burgos, Valladolid, Pamplona, Sierra. Le premier jour, les fascistes avaient toutes les garnisons d'Espagne. Ils n'en ont déjà plus que le tiers. Ce pronunciamiento, somme toute, est battu par l'apocalypse. Mais les États fascistes, qui ne sont pas idiots, ont parfaitement envisagé l'échec du pronunciamiento. Et à partir de là, commence le problème du Sud. Prenez-y garde, il n'est pas de la même nature. Pour savoir de quoi nous parlons, laissons le mot fascisme. 1. Franco se fout du fascisme. C'est un apprenti dictateur vénézuélien. 2. Mussolini se fout en soi d'instituer ou non le fascisme en Espagne. Les problèmes moraux sont une question. La politique étrangère en est une autre. Mussolini veut ici un gouvernement sur lequel il puisse agir. Pour cela, il a fait du Maroc une base d'agression. De là part une armée moderne, avec un armement moderne. Comme ils ne peuvent pas compter sur les soldats espagnols, ils l'ont vu à Madrid et à Barcelone, ils s'appuient sur des troupes peu nombreuses, mais de valeur technique. Morts, légions étrangères, etc. T'as compris, Papacito? J'espère, parce que je ne me répéterai pas. D'ailleurs, petite parenthèse, André Malraux n'est pas le seul auteur de droite qui parle de guerre civile espagnole de manière critique. Georges Bernanos, le royaliste catholique, anti-Maurras cependant, le fait également dans Les cimetières sous la lune. En somme, Papacito est le syndrome du philistinisme ambiant. Comprenez qu'ici je base la vidéo que sur un court extrait. Le problème étant que Papacito utilise l'histoire de la guerre civile espagnole pour faire des analogies avec la France actuelle. Or, vu que les bases de sa comparaison sont erronées, ceci amène à des contresens. Avant de vous quitter, je vous recommande 3 films si la guerre espagnole vous intéresse, à savoir Land and Freedom de Ken Loach, Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión.
et La lengua de las mariposas de José Luis Cuerdas, qui a une de mes scènes préférées où l'on voit des miliciens qui s'en vont de paseo. C'est le terme pour dire qu'ils vont se faire fusiller. ¡Pidores! ¡Rojos! ¡Ateos! ¡Rojos! ¡Hijos de puta! ¡Payaso! ¡Rojo sinvergüenza! ¡Ateo! 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 Lo que más quieras, que te voy a gritar. Traidones, criminales, rojos, chulos, granujas, sin... ¡No, Roque! ¡No! ¡No, Roque! ¡Papá! ¡Roque! ¡No! ¡Roque! ¡Roque, Et pour finir, le film écrit par Franco en personne, et oui, qui s'appelle Raza, race littéralement, qui est assez instructif pour comprendre le caudillo lui-même et la propagande des années 50. D'ailleurs, à cet égard, Benassar analyse très bien le film, donc je vous invite à le lire aussi. Un dernier mot sur toi, Papacito, et ce sera une petite citation de Bernanos, en personne, d'un texte d'une trentaine de pages, Scandale et vérité, que je vous recommande, vu que tu te revendiques comme un royaliste catholique. Le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière, d'y introduire un mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais lui ronge, ainsi qu'un cancer, le cœur et les entrailles. Voilà. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Papacito, j'espère te voir au rattrapage là, parce que va falloir réviser un peu, quoi. C'est pas gagné.